Bienvenue, on est tout à fait heureux de vous accueillir. Je suis Pierre Fuseau et je suis cofondateur de Groupe Cerda et très heureux de partager avec vous ce sujet. Alors, je suis Jean Gauthier, je suis le directeur du département formation. Je vais vous présenter après plus précisément comment est composé le groupe CERDA. Et je suis très heureux également d'animer ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc pour terminer, moi je suis Hugo Vellué. Donc moi je suis consultant formateur chez Cerda Conseil. Et donc j'interviens aujourd'hui puisque j'ai l'habitude de mener des audits, de mener des analyses chez des clients, que ce soit public ou privé, pour des administrations françaises. Je les aide à mettre en place des politiques d'archivage électronique et donc également à voir avec ces politiques d'archivage comment la rendre une politique d'archivage plus responsable. Donc d'où ma présence ce matin. Voilà, et nous faisons partie du consortium IARC avec grand plaisir et une belle fierté. Très bien, donc je vais vous présenter rapidement, hein, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet assez vite. En tout cas, pour que vous compreniez quelles sont nos actions. Donc, le groupe Cerda Archimag est une entreprise de service, hein, qui s'appuie sur quatre activités. La première, qui est le conseil, qui est représenté aujourd'hui notamment par Pierre et Hugo. Donc, une activité de conseil pour accompagner les structures publiques et privées dans leurs projets de gestion de l'information au sens large, hein, mais plutôt information digitale, c'est-à-dire numérisation, digitalisation et gestion des données. Euh, Plutôt en assistance à maîtrise d'ouvrage, mais ça peut être aussi sur des volets de maîtrise d'œuvre, notamment sur la conduite du changement. Ce qui nous amène à la formation, donc le département que je dirige, pour accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences dans ce domaine, hein, donc sur les bonnes pratiques dans la gestion de l'information au sens large. Le magazine Archimag, hein, puisqu'on est le groupe Cerda Archimag, c'est donc le groupe Cerda qui édite le magazine Archimag, qui est le magazine de référence, en tout cas en France, pour les professionnels de l'information, donc au sens large, hein, pour les archivistes, les documentalistes, les bibliothécaires, mais aussi les veilleurs, les knowledge managers, et toute personne qui peut être impliquée dans des projets orientés gestion de l'information. Et pour terminer, ACE, qui est notre agence éditoriale, au sein duquel on fait de la communication et on met au service des acteurs du marché nos compétences de rédactionnelles, hein, puisqu'on est bien placé avec Archimag pour les aider à écrire des articles de blog, des livres blancs, des avis d'experts, mais aussi pour organiser des webinaires, par exemple, pour communiquer sur leurs actions. Voilà pour le groupe Sadar Chimag, sachant qu'on existe depuis 1985, hein, donc depuis un petit moment, et que nous sommes complètement indépendants, ce qui nous laisse une large façon d'agir avec nos clients et les acteurs du marché. Alors, le groupe Sadar Chimag s'est transformé récemment. On est, on s'intéresse beaucoup, comme on est dans le digital, sur le numérique responsable. C'est pourquoi on a mis en place plusieurs actions et que on est dans une démarche de transformation, notamment pour aller vers une perma-entreprise. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on met beaucoup d'actions en place et je ferai un petit retour d'expérience, d'ailleurs, à un moment donné, pour vous expliquer ce qui peut être mis en place, notamment dans nos activités. Mais dans le cadre de cette transformation, nous avons réfléchi à qui nous étions et quelle était notre raison d'être. Au final, donc, vous la voyez affichée à l'écran, euh, donc elle se traduit par accompagner les organisations pour préserver leur mémoire et partager le savoir dans un monde digital, en adoptant une démarche de sobriété numérique et centrée sur l'humain. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans, rapidement? Il faut retenir mémoire et savoir, c'est-à-dire la préservation et la valorisation du patrimoine informationnel des entreprises. Là, on va parler plutôt des archives quand on est sur la partie mémoire. Quand on est sur la partie savoir, on est sur l'information vive, la documentation, la veille, toute l'information dont on a besoin pour prendre des décisions au quotidien. Euh, on va retenir aussi digital et pratique démarche de sobriété. Et c'est l'objet de ce webinaire, justement.
où on va parler du monde digital avec l'archivage électronique et comment être dans une démarche de sobriété pour avoir le moins d'impact possible. Enfin, il faut retenir l'humain, ça c'est très important aussi, puisqu'on ne peut pas ne parler que de digital sans parler de l'humain, parce qu'ils sont au cœur de la mise en place de cette organisation, mais c'est aussi les accompagner pour mobiliser des bonnes pratiques. Donc ça va être des approches qu'on va avoir, notamment sur l'archivage électronique aujourd'hui ensemble. Voilà. Merci. Reviendrai plus tard pour un petit retour d'expérience. Oui, merci Jean. Je souhaite partager deux partenaires avec lesquels effectivement nous travaillons sur ce sujet qui est complexe, hein, on va le voir. Donc le premier partenaire, c'est la coopérative carbone qui est au centre de la France, qui s'appelle La Rochelle, en fait, hein, coopérative carbone de La Rochelle. Et donc il y a nos experts en calcul carbone, hein, calcul de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Ils sont aussi extrêmement experts sur des projets de puits de carbone, de séquestration de carbone, hein. Et donc ça fait partie effectivement de leur savoir-faire. Leur engagement, c'est un engagement territorial pour faire un territoire La Rochelle zéro carbone. Voilà, donc là, vraiment, ce sont nos partenaires experts en carbone. Et les deuxièmes partenaires, donc, alors là, on est sur de la recherche académique parce que tous les sujets de décarbonation, de l'archivage, que ce soit physique ou électronique, aujourd'hui, moi, je dirais qu'on en est au début et que ce début doit être approfondi. Donc, on a lancé avec HEG de Genève, qui tient une chaire avec Basma Maklouf, la chaire de la gouvernance de l'information, tout un programme de recherche qui s'appelle Archeco pour effectivement aller beaucoup plus loin en recherche appliquée et en recherche académique sur l'empreinte carbone sur les différents cycles de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment notre deuxième grand partenaire et on en est très, très fiers effectivement de partir sur ces grands sujets très, très innovants avec ces deux grands partenaires. Alors, là, mais rapidement, parce qu'effectivement, on peut passer beaucoup de temps, il faut se rappeler que tout ça, toute l'action effectivement que l'on fait tous, hein, que tous les professionnels font des managers de l'information, que ce soit les archivistes, les documentalistes, les gestionnaires, les IT, le premier objectif, c'est de lutter contre les rayonnements et l'effet de serre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Alors, je ne vais pas insister parce que on ne va pas refaire tout le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC et les rapports du GIEC sont site. On va passer effectivement de 15 degrés en moyenne il y a à peu près un siècle à des augmentations de 1 à 2, voire peut-être 3 degrés. Donc là, on est vraiment sur un vrai sujet avec des responsabilités extrêmement précises de l'homme. Bon, on a vu effectivement que les transports, ça avait un gros rôle, mais on va voir que le stockage, l'archivage, la gestion de l'information et l'archivage électronique, hein, donc tout le numérique, ont un rôle extrêmement important. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que les effets de serre. Il faut qu'on ait en tête qu'il y a les insuffisances de ressources, c'est-à-dire l'épuisement des ressources, les minerais, puisque effectivement pour les ordinateurs, on a besoin de minerais pour les téléphones également. Et aussi le sujet de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées pour fabriquer ce matériel. Donc voilà, ça c'est vraiment les points que je voulais réinsister. Et ensuite, le slide suivante, bon, c'est juste pour rappeler que effectivement, il y a une urgence. Et cette urgence, bien, il y a les COP, COP Paris, COP 21, COP 28, etc., que je vous cite juste pour mes mots, mais on s'y inscrit totalement. Et c'est dans ce sens, effectivement, que le travail va se faire. Alors, ensuite, il y a un sac à dos. Effectivement. Donc oui, avant de vraiment parler de l'empreinte numérique de l'archivage, promis, on va y venir, mais bien évidemment, on doit se poser la question, euh, avant de l'empreinte numérique, on va dire, du matériel que l'on peut utiliser, hein. Donc là, vous avez un exemple de nos partenaires, donc l'ADEME et la coopérative carbone, qui nous ont permis donc de créer un cycle de vie, de rappeler le cycle de vie d'un ordinateur portable. Je pense que c'est un outil aujourd'hui qui est utilisé
la plupart des archivistes et des professionnels de l'information, donc je pense que ça parle à tout le monde. Bien évidemment, comme l'a dit Pierre, ce qu'il faut prendre en compte et qui est énormément énergivore, c'est les matières premières. C'est qu'il y a énormément de terres rares dans nos ordinateurs. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui va avoir une empreinte carbone très importante. Donc dans ce cycle de vie, vous avez bien évidemment euh, l'extraction de ces matières premières, la fabrication, tout ce qui est le transport, également la distribution jusqu'à l'utilisation, hein, parce que nous, on pourrait penser directement que bah, c'est au moment où on utilise notre ordinateur qu'on va commencer à calculer l'empreinte. Non, nous, on a commencé avant, on commence dès la fabrication de l'outil et alors on la prend en compte pour calculer l'empreinte carbone que l'on va avoir dans l'archivage électronique. Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur juste un ordinateur portable. Donc, la fabrication d'un ordinateur donc de 2,3 kg, donc voilà, un ordinateur portable classique, c'est quand même 700 kg de matière première, et c'est l'équivalent de 120 grammes de CO2 qui vont être à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis que c'était 66% des émissions de gaz à effet de serre sur cette partie extraction et fabrication de l'outil. Et aujourd'hui, pour vous donner d'autres chiffres, c'est ce que je vous ai mis à gauche. Les matériaux précieux représentent moins de 0,2% du poids de ces 2,3 kg, mais finalement, c'est 50% de l'impact. Donc, c'est très, très important au niveau de l'extraction. Mais bien évidemment, il faut garder en tête cette partie transport et distribution jusqu'à l'utilisation de notre outil. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore commencé à parler de fonctionnalités d'archivage électronique, mais il y a quand même une empreinte carbone, une empreinte numérique à prendre en compte. Voilà, et effectivement, on raisonne sur le cycle de vie, et ce cycle de vie, on va le voir, a des impacts très importants. Et donc, on a la chance, je pense que ça doit exister dans d'autres pays, mais on a une étude qui est parue il y a quelques mois par l'ADEME et ARCEP, et donc on a mis en bas le lien, en fait, pour pouvoir effectivement se connecter et télécharger cette étude. Donc, premier point, le numérique pèse alors, au niveau mondial, c'est 5%. 5% de l'empreinte carbone. 5% pour donner, parce que 5% c'est un peu théorique, hein, le transport maritime et le transport aérien, donc 3% et 2,5%, on est globalement 5%. Donc ça veut dire que l'ensemble du numérique aujourd'hui pèse à peu près pareil que le transport avion et maritime. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Le deuxième point, c'est l'étude porte sur l'évolution. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Et donc, les études ont porté sur les 6 prochaines années, hein, puisque effectivement, ben, on est en 2023-2024, et donc on va se retrouver en 2030. Donc en 2030, globalement, si on ne fait rien, si on est toujours effectivement à racheter des ordinateurs, compléter, augmenter, etc., on va se retrouver effectivement sur une augmentation de 45%. Donc 45%, donc 5% plus 45%, on devrait se retrouver à 7% en fait. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très important et qui est vraiment à signaler. De la même manière, si on fait beaucoup d'efforts, on devrait effectivement limiter l'augmentation vers 20%. Et si on fait énormément d'efforts en frugalité, en sobriété, en réduction des besoins, en réduction des ordinateurs, en réduction des usages, on devrait effectivement gagner moins 16%. Donc, vous voyez, les enjeux sont vraiment très importants et 2030, c'est vraiment demain matin. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un point qu'on voulait partager avec vous parce que c'est une étude très, très intéressante. Alors, on va en venir maintenant aux différents bilans carbone et comment on va venir dans nos métiers. Donc, premièrement, avec cette présentation, vous avez un schéma que nous, on utilise, que l'on trouve vraiment très intéressant sur tous les flux que vous avez. Vous allez retrouver tous les flux des données ou les flux aussi de l'archivage. Et donc, je vais revenir sur les différents numéros que vous avez par la suite, ce sont nos indicateurs. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de retrouver tout le cycle de vie des données depuis la partie entrante, qui est vraiment le fait de recevoir des archives dans notre cas, la partie acquisition et capture,
de l'information, qui est en fait la numérisation, hein, que vous connaissez également, quelque chose qu'on a pu calculer, jusqu'à la gestion donc, que vous avez physique ou électronique. Donc, on a aussi calculé, on a aussi des indicateurs pour ces deux parties-là, même si aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les indicateurs de l'archivage électronique. Et donc, il y a d'autres fonctionnalités, on va revenir dessus, mais comme par exemple des fonctionnalités de signature électronique, hein, c'est ce que vous retrouvez dans la partie visa et validation. Et bien évidemment, le fait de communiquer des archives qui restent, ou communiquer de l'information. Donc là, c'est pareil, c'est ce que vous avez sur votre droite, avec des flux numériques pour venir donner accès à nos archives électroniques. Donc voilà, c'est avec ça qu'on travaille au départ. C'est un peu notre périmètre pour après vraiment axer sur une partie du cycle de vie de nos archives. Pour véritablement travailler notre empreinte carbone, venir la calculer, eh bien tout simplement, on a créé ces 21 indicateurs que vous avez, qui est vraiment la base de notre travail, hein, pour rappeler les acteurs, donc on a pu le construire avec l'aide de l'ADEME et de la coopérative carbone. Donc là, l'idée vraiment, c'est que on a différentes tâches, différentes fonctionnalités dont on a pu calculer l'empreinte carbone. Et donc, on va venir les utiliser chez nos clients pour leur proposer aujourd'hui quelle est leur empreinte carbone et demain, en passant à un archivage électronique plus raisonné, quels vont être leurs gains à ce niveau-là. Donc, juste pour prendre un exemple très rapidement, vous avez en bas à gauche le numéro 15, qui est donc l'archivage d'un mégaoctet dans un SAE, ce qu'on appelle en France un SAE, c'est tout simplement un logiciel d'archivage électronique. Donc, vous avez deux valeurs, on va revenir dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va venir calculer pour chaque mégaoctet pendant 10 ans que ça peut être, son empreinte carbone sera environ entre 3,8 grammes de CO2 et 25 grammes. Donc, voilà, on a par exemple, avec cet indicateur, on va pouvoir venir calculer pour nos clients pendant 10 ans ce que pourrait être leur empreinte carbone sur ces archives-là dans un logiciel d'archivage électronique. Autre exemple où on parle justement d'accès aux archives, c'est celui que vous avez le numéro 1, tout en haut à gauche, l'envoi d'un email avec une pièce jointe d'1 mégaoctet. Donc là, on est parti. C'est une hypothèse, bien évidemment. On va revenir sur ces différents indicateurs, mais on est parti sur une durée de vie de 5 ans avec qu'est-ce que représente en empreinte numérique un mail pendant 5 ans? Ben, c'est 17 grammes de CO2 en valeur basse et en valeur haute, 30 grammes de CO2. Donc là, c'est pareil avec nos clients. On va avoir le nombre de mails qu'ils peuvent envoyer et on peut venir calculer leur empreinte carbone. Donc voilà deux exemples. On en a aujourd'hui 21 de disponibles. Donc vraiment, c'est avec ça que voilà, on peut travailler au sein de Cerda Conseil. Voilà, alors je reprends effectivement sur comment on a analysé ça et pour ouvrir un petit peu le capot, voilà comment on a fait. Alors, le premier point, c'est il y a une valeur basse et une valeur haute. La valeur basse et la valeur haute correspondent à un certain nombre de critères avec des cas différents. On va peut-être passer au cas suivant. Donc, alors, on a commencé par travailler effectivement sur la méthode du bilan carbone. Alors, pour calculer du carbone, de toute façon, pour mesurer, parce que pour pouvoir réduire, on a besoin de mesurer, ça c'est vraiment le premier point et c'est absolument indispensable, eh bien, on applique la méthode du carbone 4. Hein. Donc, c'est le bilan carbone réglementaire, international, donc voilà, qui mesure l'ensemble du cycle de vie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est pas, et comme tu le disais, Hugo, j'ai l'ordinateur et je regarde l'électricité que j'ai utilisée pour l'ordinateur et c'est l'empreinte carbone. Non, en fait, il y a effectivement tous les éléments avant, c'est-à-dire la construction, la fabrication, le transport, et puis il y a l'après, c'est-à-dire le recyclage ou la destruction, etc. Donc, du coup, il faut avoir en tête qu'un bilan carbone est centré sur trois scopes, hein, trois domaines, en fait. Le domaine 1 et 2, c'est le domaine qui est extrêmement réduit à chez nous, chez vous, en fait. Par exemple, si vos archives sont stockées dans vos bâtiments, eh ben, c'est l'empreinte carbone de vos bâtiments. Si vos ordinateurs, votre data center est hébergé à l'intérieur chez vous, dans vos bureaux, eh bien, on va calculer effectivement sur le scope 1 et 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment des points importants, y compris
lorsque vous avez des transports, hein, par exemple, vous avez un stock ou un data center qui est, par exemple, à 10 km de votre service d'archives, eh bien, on va calculer les transports entre eux sur 10 km. Voilà. Donc ça, c'est le scope 1 et 2. Et ça, c'est en règle générale extrêmement réduit. Mais il faut compter effectivement le scope 3. Et le scope 3, c'est l'amont et l'aval. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça va accumuler en fait toute l'empreinte carbone qui a été générée pour que vous puissiez utiliser, que vous avez acheté. Par exemple, acheté, eh bien, ce logiciel, il a été développé par une société. Cette société, pour le développer, elle a eu besoin de bâtiments, elle a eu besoin d'ordinateurs. Et donc, il faut compter effectivement tous ces éléments-là de façon à pouvoir les intégrer. Donc, par exemple, lorsqu'il a fallu travailler effectivement sur le scope 3 d'une chaîne complète, hein, eh bien, dans les achats, il y avait, par exemple, si vous avez un archivage électronique, vous avez le data center, vous avez les bâtiments du data center, vous avez les réseaux utilisés pour connecter les data centers, vous avez les ordinateurs, les véhicules de transport. Vous avez aussi, n'oubliez pas que lorsque vous avez par exemple des documents qui sont dans des boîtes d'archives, hein, je parle des archives physiques là cette fois-ci, eh bien on a des imprimantes qui ont été utilisées pour imprimer, vous avez du papier qui a été utilisé pour aussi imprimer et vous avez l'encre qui a été également utilisée par l'imprimante. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, le calculer sur la chaîne du cycle de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très important et donc mesurer, c'est avec cette méthode que nous avons effectivement appliquée. Alors, deuxième élément, il fallait effectivement des sources fiables. Alors, les sources fiables, on a la chance aussi d'avoir une database qui a été produite par l'ADEME, qui est un peu une référence au niveau mondial, et qui est très, très utilisée, et qui donne effectivement tous les retours d'expérience sur effectivement l'empreinte carbone. Et donc là, bon, premier exemple, c'était un exemple d'un ordinateur et on voit le résultat, c'est marqué 156 kilos. Donc 156 kilos, si vous gardez l'ordinateur pendant 3 ans, ça va faire effectivement à peu près 156 kilos divisé par 3. Mais si vous le gardez 5 ans, ça va être 156 kilos divisé par 5. Donc vous allez pouvoir calculer effectivement et gérer votre empreinte carbone. Deuxième exemple de la database ADEME, eh bien, c'est l'imprimante multifonction. Et donc, l'imprimante multifonction, là, par exemple, un laser couleur, donc, est à 218 kilos. Et ce 218 kilos, bien, on le conserve, si vous le gardez pendant 5 ans, il est à diviser par an par 5 ou par 7, si vous le gardez 7 ans, 2 ans de plus, par exemple. Et j'attire votre attention sur le petit entouré. Le petit entouré, il y a marqué 100% d'incertitude. Alors ça, c'est un point important et ça va expliquer également la valeur basse et la valeur haute des valeurs que vous avez vues lorsque, effectivement, on a vu les points de mesure, en fait. L'incertitude, c'est dans les différents cas de figure, si vous avez une imprimante qui est plus importante ou moins importante, si elle est plus utilisée ou moins utilisée. Par exemple, si avec la même imprimante, vous imprimez 1 million de pages ou eh bien, elle va avoir effectivement, chaque page va avoir davantage d'empreinte carbone s'il y en a moins et un peu moins s'il y en a plus, évidemment. Donc, on est sur des incertitudes de 100%. Par exemple, l'informatique, on est sur des incertitudes de 100%. On est sur, par exemple, on le reverra tout à l'heure, mais sur la fabrication du papier, là, on a réduit et on est effectivement sur 20%. Peut-être, voilà. Donc, le mix électrique, on est sur 10%. Et, selon les différents pays, a priori, c'est à peu près de cet ordre-là. Le papier, 20%. Un ordinateur, c'est 50%. Le fret, on est sur 70%. Est-ce que vous utilisez un véhicule électrique ou pas, diesel ou pas, maritime ou pas, etc. Donc, on est sur 70%. Et les services numériques sont effectivement 100%. Donc, un data center, on est sur du 100%. Donc, vous voyez, il a fallu qu'on prenne en compte effectivement tous ces éléments-là pour avoir valeur basse et valeur haute. Deuxième élément de la méthodologie, il a fallu prendre des hypothèses.
Donc, un cycle de vie d'archivage, par exemple, 10 ans de conservation. Bon, on est parti effectivement sur une hypothèse de 10 ans de conservation. Deuxième hypothèse de 50 ans de conservation pour le patrimoine. On a pris en compte à la fois une volumétrie qu'il a fallu effectivement en termes de retour d'expérience, par exemple sur 10 km d'archives. 10 km d'archives sur, il y a des versements, tant de versements, donc un dixième de versements par an. Ensuite, on a des recherches et ces recherches sont, on a pris des hypothèses comme par exemple une recherche par 3 mètres linéaires. Et donc, ça a permis effectivement de générer sur une hypothèse de 10 km de transport pour livraison avec une mutualisation de la livraison. Et donc, on a fait des calculs effectivement assez précis, mais qui ont besoin encore d'être avancés avec, grâce effectivement avec le programme de recherche Archeco. Et évidemment, il y a les métriques qu'il a fallu effectivement prendre en hypothèse, les quantités de data en mégas, en téra, en kilowatts pour l'énergie, et puis les masses à recycler en fin de vie. Est-ce que effectivement combien de tonnes on doit recycler? Voilà, donc du coup, bah, juste pour expliciter, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est contre-intuitif et ça, c'est vraiment un point qu'on voulait partager avec vous. On a pris cinq indicateurs, en fait, hein, l'indicateur d'un email, l'indicateur d'une gestion électronique de documents, l'indicateur d'un archivage sur 50 ans, et puis bah, pour pouvoir comparer, parce qu'il il y a beaucoup de débats, et donc ces débats, bah, ils ne sont pas clos, hein, je pense qu'on va y contribuer tous, mais ils ne sont pas clos du tout. C'est l'équivalent d'un classement papier ou d'un compte physique sur une conservation de 30 ans. Alors, on est parti de ces indicateurs et puis donc on a fait nos calculs et on a pris comme hypothèse, bah, tiens, si je prends 1 mégaoctet, l'équivalent de 1 mégaoctet, donc on a fait l'équivalent des documents physiques, l'équivalent de documents dans des boîtes archives, l'équivalent dans des emails, etc., et une conservation de 5 ans et je prends la valeur basse de mes indicateurs hein, pour pouvoir vraiment benchmarker. Et donc, si je benchmark en fait ces 5 sujets, ben déjà, je vais droit au sujet. Le sujet principal et central, c'est le système d'archivage électronique pour une conservation de 50 ans. Donc, 1 méga rapporté à 50 conservations, on est à 0,8 grammes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on est globalement on économise 22 fois par rapport à une jet et on économise par rapport à un stockage en email 305 fois. Donc voilà, donc en fait le grand gagnant, c'est le système d'archivage électronique, hein. Après, si on va effectivement complètement à gauche, hein, les emails, la moyenne de l'envoi d'un email au niveau mondial, c'est 14,4. Et donc, j'envoie un email donc à 17 grammes, hein, puisque effectivement, c'est ce qui a été signalé par Hugo tout à l'heure, hein, que je multiplie par 14 boîtes aux lettres,4, et donc j'ai 244 grammes pour une conservation de 5 ans. Ensuite, si je mets en gestion électronique de documents avec, j'envoie des liens au lieu effectivement du fichier, ça c'est de la bonne pratique hein, de gestion électronique de documents. Et donc, du coup, je baisse mon stockage de 5 ans à 17 grammes 7. Et donc, par rapport à l'email, on est sur un gain de 13 fois. Et puis, à droite, eh bien, je reprends bah, le papier, l'équivalent de papier. L'équivalent de papier, on est à 2,5 kg, toujours sur 5 ans, la conservation en classement dans les bureaux, parce que bah, il y a dans les bâtiments, il y a les bureaux, il y a le chauffage, il y a le nettoyage, et donc il y a tous les éléments d'émissions de gaz à effet de serre, hein. Et donc, globalement, on est à 50 fois plus que dans une gestion électronique de documents qu'on pourrait comparer, hein. Et puis, l'archivage papier, là, on est sur du stockage plus dense, on est dans des conteneurs, on est sur du 10 mètres de hauteur avec des rayonnages et peut-être des bâtiments qui sont spécialisés. Et donc, on descend effectivement à 54 grammes, mais 54 grammes, c'est quand même
plus 67% fois 67% par rapport à un système d'archivage électronique. Voilà. Donc ça demande à continuer à être, on ne veut pas polémiquer, hein, c'est vraiment factuel, c'est du calcul, mais en tout cas, ça pose un vrai sujet et il faut aller plus loin dans la recherche. Administration publique et donc on est venu calculer l'empreinte carbone qu'ils avaient donc à l'instant T, hein, c'était au début de l'année 2024. Donc on a essayé de calculer justement, c'est ce que vous avez écrit d'en haut, ils avaient 1,3 téraoctets de données hein, sous forme de documents qui pouvaient potentiellement être archivés. Donc ils les avaient dans leur serveur et également dans un logiciel de gestion des documents. Donc on leur a dit, voilà, aujourd'hui, vous avez 1,3 téraoctets. Si vous ne faites rien, l'équivalent avec les différents indicateurs qu'on vous a montrés, en 50 ans, l'équivalent serait de 1000 tonnes de CO2 à garder tous ces documents dans ces serveurs ou dans ce logiciel de gestion des documents. Donc, on va dire 1000 tonnes de CO2, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc, en utilisant la base ADEME, la database de l'ADEME, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est 4 595 000 kilomètres avec une voiture essence ou c'est également, on peut le voir également sous le forme de vols Paris-New York. Hein, donc, c'est 565 vols Paris-New York aller-retour. Donc, on voit que c'est énorme, c'est sur une durée très longue, mais voilà, on peut imaginer que le volume de données pourrait encore augmenter. Donc, c'est vrai que c'est à l'instant T, mais ça donne une idée déjà de si on ne fait pas d'archivage à ce niveau-là, si on ne fait pas de tri et qu'on garde dans ce type de logiciel ou dans des serveurs, on voit que ça peut être assez énergivore. Ensuite, on a calculé, bien évidemment, s'il passe avec un logiciel d'archivage électronique, eh bien là, on va revenir sur les différentes fonctionnalités du système d'archivage. Mais aujourd'hui, on peut donner comme indication que garder, et même on sait que vous viendrez, c'est aussi le travail de l'archiviste, de venir supprimer, trier. Mais si on gardait ces 1,3 téraoctets de documents dans notre SAE pendant 50 ans, on n'aurait que 11 tonnes de CO2. Donc, on arrive pratiquement à une baisse de nos gaz à effet de serre de pratiquement 100%. Donc voilà, c'est le type de calcul un peu simple. On peut bien sûr le travailler plus en détail, mais que on peut donner à nos clients pour leur expliquer l'intérêt justement de venir conserver leurs archives sur du long terme, 50 ans, dans un logiciel d'archivage électronique. Voilà, donc c'était effectivement des retours d'expérience. Après, ce qu'on voulait effectivement partager avec vous, ce sont les pistes de réduction, d'alerte hein, pour effectivement un archivage responsable. Alors, on est dans un cadre IARC, hein, évidemment. Donc, il y a un modèle IARC qui est inspiré de l'OAIS, évidemment. Et donc, du coup, voilà, je voulais déjà partager sur un processus de préservation. Si on veut effectivement mesurer déjà les gaz à effet de serre, les émissions par rapport à toute une chaîne, il faut déjà effectivement à la fois prendre en compte tout l'aspect matériel, donc le scope 1, le scope hein, donc l'ensemble des scopes pour établir le bilan carbone. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre effectivement de tâches de contrôle, de vérification. Par exemple, le choix de dire, eh bien, tout versement, tout SIP que je fais rentrer dans le système d'archivage électronique, je fais un contrôle de format, ce qui est tout à fait courant. Est-ce que je fais un contrôle de format ou pas? Est-ce que je fais un contrôle de validité de la signature électronique? Donc, un document a été signé de manière électronique, il y a un certificat. Est-ce que à l'entrée dans le système d'archivage, je demande un contrôle? Et donc, ce contrôle, ça veut dire que je vais contrôler que le certificat qui a servi à apposer la signature électronique, elle est bien valide. Donc, cette validation signifie qu'il y a une connexion effectivement à la base de données de certificats. Donc, ça veut dire réseau, ça veut dire interrogation d'une base de données. Cette base de données va renvoyer, donc ça veut dire émission de gaz à effet de serre encore une fois. Donc voilà, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Ça, c'est voilà un exemple effectivement où on peut faire varier un certain nombre de points sur déjà le versement.
Ensuite, sur la conservation, c'est-à-dire sur le statut d'AIP, hein, pour reprendre effectivement ce modèle OAIS, bah, sur l'AIP, on sait que travailler sur les supports, hein, et sur des migrations de supports, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Lorsque vous avez un système, par exemple en Word ou en Excel, etc., à transférer en PDF ou en PDF-A ou changer de version de PDF, eh bien, c'est un contrôle du fichier, c'est transfert du fichier, c'est recontrôle du fichier. S'il y a un problème, ça veut dire effectivement qu'on revient en arrière et qu'on traite l'erreur, hein. Donc, on va effectivement avoir une consommation d'énergie et de machines en fait énormes pour à chaque fois effectivement des transferts de format. Donc ça fait partie effectivement des sujets d'émission quand on parle de modèle IARC ou de modèle d'archivage électronique. Donc voilà, ça c'est vraiment le point. Et puis de la même manière, lorsqu'on a besoin d'avoir accès, eh bien il faut effectivement retransformer cet AIP en DIP. Et donc ce DIP va nécessairement avoir besoin de traitement informatique pour être mis en état d'exposé pour effectivement l'utilisateur. Donc ça fait partie effectivement, soit effectivement on complique, soit on complique moins. Voilà. Alors, je vais sur trois sujets. Le premier sujet, c'est attention, l'archivage n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être complètement décarboné comme on aurait pu l'imaginer. Non. D'abord parce que, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc l'effet rebond, ça c'est tout à fait typique. Dès qu'on facilite un accès, dès qu'on facilite la transmission, eh bien, au lieu d'utiliser une fois ou deux fois effectivement l'accès à une image, on va pouvoir l'utiliser des millions de fois. Et donc ces millions de fois vont générer beaucoup plus effectivement d'émissions de gaz à effet de serre. Donc effet rebond, dès lors que vous numérisez, dès lors que vous ouvrez un système d'archivage et que vous l'ouvrez au grand public, eh bien là, c'est la porte ouverte effectivement à la génération de gaz à effet de serre. Donc, question, attention, une petite alerte sur le sujet. Ensuite, l'archivage a une très très grosse activité de journalisation, de tracking. Et donc ce tracking fait que effectivement tous les éléments, toutes les actions, ne serait-ce que pour effectivement sécuriser et fiabiliser un système d'archivage électronique, fait que à chaque action il y a un enregistrement, il y a une conservation et donc il y a un ordinateur et de l'énergie qui sont en train de tourner. Ensuite, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que pour avoir un bon archivage, nécessairement, il faut faire des contrôles des migrations. Donc là, j'en parlais précédemment. Ça fait partie effectivement des traitements. Donc l'archivage, s'il n'est pas bien géré, il peut être extrêmement émissif d'un point de vue des gaz à effet de serre. Et puis, n'oublions pas aussi que les data centers utilisés par les archivages électroniques eh bien, nécessitent beaucoup d'infrastructures. Déjà, une infrastructure en redondance, hein. On ne peut pas avoir un seul data center, mais il faut avoir déjà deux, voire trois data centers, hein, de façon à assurer la sécurité, hein. Donc ça, c'est un point effectivement multiplicateur, hein. Et le dernier élément, qui est beaucoup plus récent et nouveau, et on n'a pas de retour d'expérience très, très défini aujourd'hui, c'est l'archivage électronique au service de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, elle est extrêmement consommatrice de data. Et les data qui sont effectivement gérées par l'archivage sont des data de qualité, hein. Et donc, les data de qualité sont à produire pour entraîner l'intelligence artificielle et voir la mise en production de l'intelligence artificielle. Donc cette partie-là va être amenée à engager beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà les points d'alerte en fait sur l'archivage qui peut être éventuellement fortement carboné. Alors maintenant, c'est pourquoi l'archivage est éco-responsable et pourquoi et comment il peut y avoir effectivement de la décarbonation, le tout étant effectivement à agir et durer de manière beaucoup plus précise dans le cadre du programme de recherche. Alors d'abord,
Un système d'archivage permet de transférer des données, de vider des données de messagerie, de gestion électronique, de ECM, Electronic Content Management, etc., d'applications, donc de pouvoir effectivement arrêter du stockage qu'on appelle chaud, pour effectivement un stockage plus froid. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'archivage, de bénéfice de l'archivage, c'est le stockage froid. C'est-à-dire un stockage d'archivage, ça peut être même un stockage offline, donc avec les bandes LTO, par exemple, qui là sont extrêmement éco-responsables, puisque effectivement, elles n'utilisent pas nécessairement, quand elles ne sont pas connectées, d'énergie. Ensuite, évidemment, le travail d'un archiviste, c'est de trier les vracs. Trier les vracs, ça veut dire bien gouverner les informations, donc ça veut dire supprimer les redondances, supprimer les documents inutiles. Et donc là encore, on va diminuer par, en règle générale, on est plutôt à 60-70% de données qui ne sont pas très utiles et qui peuvent être archivées par rapport à tout ce qu'on trouve dans les redondances et dans les messageries, par exemple. Et puis, il y a aussi le quatrième point qui est ce qu'on appelle les décommissionnements d'applications. On a souvent la mauvaise habitude de laisser tourner des applications qui sont anciennes parce qu'il y a des données et on ne sait pas comment les utiliser. Donc, l'archivage des données de ces applications permet d'arrêter les applications, donc d'arrêter les serveurs, donc d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre élément, donc on est vraiment encore sur des clés, des pistes en fait de réduction de gaz à effet de serre. D'abord la mutualisation, c'est-à-dire un système d'archivage électronique par organisation. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, hein, puisque effectivement, ça peut être mutualisé. Donc, ça permet effectivement d'utiliser un même matériel, des gestes techniques qui sont mutualisés pour plusieurs organisations. Donc, ça, c'est dans ce sens, effectivement, que les choses avancent et donc sont bénéfiques. Si vous travaillez sur une réduction des migrations de format parce qu'il y aura un choix de bon format pérenne dès le départ, même chose. Ça, c'est bénéfique, hein. Et puis, vous pouvez aussi travailler sur de la réduction de bande passante qui permet effectivement de baisser la consommation d'énergie des ordinateurs et des réseaux. Et puis, évidemment, la qualité, meilleure la qualité pour l'exploitation de l'intelligence artificielle et moins vous avez besoin de données et de faire travailler les données. Alors, une fois que on a mesuré, on a réduit, Ouais. maintenant, ben, il en reste toujours un petit peu parce que évidemment, bah, ça tourne, il y a quand même de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin encore? Alors oui, alors, un petit retour d'expérience sur le département formation que je dirige. Oui, j'ai deux exemples. Un qui va enfin, qui va revenir parce que Pierre a exposé, Pierre et Hugo ont exposé notamment sur la partie de matériel. Par exemple, sur le parc informatique du centre de formation, qu'on a dû renouveler l'année dernière. On l'a renouvelé intégralement, hein. On a de nombreuses machines. Et on a fait le choix d'acquérir du reconditionné pour avoir une empreinte moins forte justement sur l'achat de machines qui ont déjà été fabriquées et utilisées, donc avec une réutilisation. Et puis, en marge de ça, on a choisi une entreprise de service qui fait reconditionner ses ordinateurs par un atelier protégé. Je ne sais pas comment c'est traduit ça en anglais, mais c'est des ateliers qui sont Le handicap. voilà, c'est des collaborateurs qui sont handicapés. Voilà, donc ça fait référence aussi à notre raison d'être d'être aussi centré sur l'humain et d'être dans la bienveillance. Autre exemple qui nous permet d'aller plus loin une fois qu'on a réduit au maximum, c'est la compensation. C'est-à-dire qu'on a toujours un impact, hein, on ne peut pas le réduire à zéro, malheureusement, on a une activité quand même, il faut bien travailler. Donc, on a décidé de faire un calcul sur la méthode qu'a présenté Pierre, hein, avec les trois scopes, hein, sur toute notre activité, hein, donc en prenant en compte les machines, les salles, l'énergie dépensée pendant les formations et les déplacements de nos stagiaires quand ils viennent ici, hein, en train, parfois en avion.
mais aussi de nos formateurs qui peuvent se déplacer chez nos clients. Bon, voilà, on a fait un calcul savant qui nous a amené à un poids qui est de 22 tonnes sur une année d'activité de formation. Et ces 22 tonnes, aujourd'hui, on les compense. Donc, on n'est pas neutre puisque on a un impact, mais on compense ces 22 tonnes en signant une convention avec la coopérative carbone qu'on a évoquée tout à l'heure de La Rochelle, et qui nous permettent de nous embarquer sur des projets de séquestration de carbone, de reboisement, voire de création de forêt. Là, il y a un exemple, c'est la forêt bleue. Donc, une forêt qui a été créée grâce à ces financements dans l'ouest de la France et qui nous permet au final sur plusieurs projets, hein, qu'on a choisi, et avec un équivalent de 100 euros à la tonne, c'est à peu près le C'est tarif le en prix Europe aujourd'hui. européen. Oui, en Europe, c'est à peu près ça. Voilà, c'est entre 80 et Mm. 120 euros, on va dire, on est à 100, ce qui nous permet donc chaque année de compenser l'impact qu'on a et d'avoir une certaine neutralité avec un objectif dans les années à venir de devenir positif, entre guillemets, en doublant cette compensation. Nous deviendrons donc je voulais partager ça avec vous. Voilà. Et là, le cycle complet est terminé avec effectivement Tous les efforts, tous les efforts ont on a été vu. faits, on a réduit, on a compensé et on fait effectivement les choses bien. Donc, en conclusion, sur quatre petits points de conclusion. Donc, bah, le premier point, c'est que en Europe, avec le modèle IARC la nouvelle règlement de EIDAS version 2, on est au début vraiment de la dissémination et du déploiement de systèmes d'archivage électronique. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut profiter pour pouvoir commencer la réduction des émissions pour les systèmes d'archivage, pour la gestion des informations, qu'on appelle by design, c'est-à-dire dès la conception. Dès la conception, c'est établir effectivement de l'éco-conception et de la réduction de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier point de conclusion. Deuxième point, c'est aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les formations des IT et la formation des archivistes sont encore très insuffisantes sur le sujet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement accélérer, qu'il faut augmenter, il faut sensibiliser et former effectivement les métiers. Le troisième point, bah, c'est que effectivement, là, on vous livre effectivement les premiers travaux et qui sont issus de 3 ans aujourd'hui d'analyse, de travail, etc. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et donc, comme je le rappelais au tout début, là, on a un programme de recherche académique et opérationnel avec la coopérative carbone et avec l'école des hautes études en gestion de Genève pour effectivement aller plus loin. Et donc, pour cela, eh bien, je fais un petit appel hein, aux différentes personnes qui peuvent être intéressées. On a besoin de vous tous pour tester, pour bêta-tester en fait des modèles de calcul sur des situations réelles. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, à prendre contact avec nous, avec IARC ou avec CERDA pour effectivement participer en fait et contribuer à cette recherche. Et du coup, je termine effectivement en vous disant que le référentiel qui vous a été présenté, donc pour aller vraiment plus dans les détails et regarder ça à tête reposée, il est en open source. Il est téléchargeable sur le site de cerda.com. Donc www.cerda.com et vous faites la recherche référentiel 21 indicateurs hein, et donc vous allez pouvoir accéder aux 42 bilans carbone, mini bilans carbone qui ont été effectués pour ces 21 indicateurs.